On est aussi en train de vivre en tant qu'individu toute cette transition écologique et toute cette prise de conscience qu'on a déjà eue et qu'on a au-delà de la prise de conscience qu'on a eue il y a plusieurs années, on est beaucoup plus dans l'action maintenant aussi. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner et j'ai eu pas mal de petites questions parce que on est deux personnes assez cartésiennes, on est de formation ingénieur pour vous donner un petit peu de contexte avant de faire cette reconversion professionnelle. Donc, nous sommes trois alors. Voilà. Donc critique aussi. Moi je suis un peu plus une utopiste, réaliste, optimiste et Jordan il est beaucoup dans la réalité, malgré son côté très créatif dans la vidéo, il a un côté très terre à terre avec des fois des critiques constructives et des remarques qui sont pertinentes. Donc en fait on discutait de la monnaie locale, parce que je dis toujours le soir, chérie j'ai un truc à te dire, regarde j'ai découvert ça, et ça, donc je commence à lui expliquer les choses et puis c'est là qu'il me dit oui mais alors ça, mais comment ça marche, mais voilà. Et du coup je dis ça pourrait être intéressant parce que j'ai pas la réponse sur internet, des fois on trouve pas tout ce qu'on veut, de directement aller au contact. Et j'ai découvert qu'il y avait une monnaie locale en Bretagne et je me dis pourquoi pas directement aller voir les personnes concernées. Bonjour et bienvenue dans Une graine germe, le podcast qui laisse la place à chaque petite graine de germer, chaque petite idée d'évoluer pour devenir une grande action. Je suis Alexandra, une jeune femme simple, sans prétention, qui voue une passion pour la déconstruction des modes de vie et des pensées, la remise en question pour vivre une vie toujours plus vibrante dans le respect de soi, d'autrui et de notre planète. Dans Une graine germe, pas de tabou. Je vous partage mes pensées, mes expériences en tout genre, mes tests ou encore mes évolutions au fur et à mesure qu'elles se présenteront à moi. J'ai pour ambition que mes paroles attiseront votre curiosité et susciteront votre intérêt le temps d'un épisode ou plus. En plus de mon podcast Éclosion par hygiène de vie centré sur la santé au naturel et la santé naturelle de la femme, j'ai désiré ajouter cette nouvelle émission à la palette de ce que je peux offrir au monde en tant que naturopathe et femme engagée. Alors, quelle nouvelle graine a bien pu encore germer dans ma tête ? Bonne écoute ! Aujourd'hui, au niveau de la monnaie locale, comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? Concrètement, c'est assez simple. C'est-à-dire que on met en place, on fabrique des billets et on met en place un système de billets qui soit identique au système de billets qui existe dans la monnaie nationale. La nôtre, c'est l'euro, qui est national, mais enfin bon, avec toutes les critiques qu'on peut faire là-dessus, mais en tout cas la monnaie qui a cours et qui est la seule reconnue par l'État en France, c'est l'euro. Et donc on fabrique des billets de telle sorte qu'on puisse être à parité avec l'euro. Donc nous avons des billets de 1, de 2, de 5, de 10 et de 20 maillettes, et ça correspond en valeur à 1 euro, 2 euros, 5 euros, etc. Ensuite, comment ça marche ? Les utilisateurs de maillettes vont dans un comptoir d'échange, ils remettent une certaine somme en euros, par exemple 20 euros. En échange, ils obtiennent 20 maillettes. Les maillettes dont ils sont maintenant détenteurs, ils peuvent les utiliser chez les commerçants de la même façon que si c'était des billets en euros. Même valeur, et puis même utilisation, quoi. C'est un billet de 10 maillettes ou un billet de 10 euros, c'est la même chose, quoi. Avec juste une différence, c'est que les euros sont acceptés partout, puisque c'est la monnaie légale, donc personne ne peut refuser un paiement en euros, alors que les maillettes ne sont acceptées que chez les commerçants ou les artisans, les professionnels d'une façon générale. Donc ils ne sont acceptés que chez les professionnels qui sont adhérents du réseau de la maillette. D'ailleurs, tous les utilisateurs de maillettes doivent être adhérents de l'association qui porte la maillette. C'est lié au fait qu'en France, on a une loi, parce qu'on fait des lois pour tout en France, donc, voilà, on n'a pas loupé l'occasion. Il y a une loi en France
qui régit l'existence des monnaies locales et qui impose des règles de fonctionnement. Donc toutes les monnaies locales en France respectent les mêmes règles qui sont celles qui sont fixées par la loi de juillet 2014 et qui dit que la monnaie doit être à parité avec l'euro et que pour chaque chaque unité de monnaie locale qui est mise en circulation, il doit y avoir un fonds de garantie qui reçoit 1 euro en contrepartie dans une banque en général. Voilà. Donc, toute personne qui utilise des maillettes sait que si jamais il y a un problème, ces maillettes sont garanties par les euros qui sont sur un fonds de garantie. Voilà. Ce qui est finalement plus fiable qu'une banque, parce que si demain tout le monde souhaite retirer son argent d'une banque, on sait que ça ne marchera pas au final, parce qu'il n'y a pas assez d'argent sur les... L'argent il n'est pas fonctionnellement sur notre compte et que si tout le monde va retirer sa fortune, la banque ne peut pas subvenir à nos besoins. Donc, c'est tout à fait vrai. Okay. C'est tout à fait vrai. Alors, sauf que la maillette n'apporte pas davantage de sécurité là-dessus, tout simplement parce que la maillette, derrière, il y a 1 euro. Donc, la maillette a la même solidité que l'euro. Pas moins, pas plus. Quand vous parlez de banques, quelles sont les banques derrière, justement ? Est-ce que vous parlez de banques éthiques ? Est-ce qu'il y a des banques spécifiques qui se cachent derrière le rideau de la monnaie locale ? Alors oui. L'idée qu'on a, c'est que les euros qu'on récupère en mettant les maillettes en circulation, ces euros-là, on n'en fait pas n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on ne va pas les mettre dans une banque. Alors, on ne sait pas justement ce que la banque fait avec. De temps en temps, les grands réseaux bancaires, enfin la France est un pays un peu particulier, dans lequel, pour un tout petit pays de 65 millions d'habitants, on a 5 réseaux bancaires internationaux. Il n'y a pas de pays qui ait une telle richesse, hein, il n'y a que la France. Dont 3 sont classés comme étant systémiques par les autorités monétaires internationales, c'est-à-dire que c'est des établissements, les 3 plus gros, donc si je ne me trompe pas, c'est la BNP, la Société Générale, et le 3e, je ne sais plus si c'est le Crédit Agricole ou si c'est le groupe BPCE, je ne sais plus. Enfin bon, il y en a 3 qui sont classés comme étant systémiques, donc à qui les autorités internationales imposent des règles spécifiques pour résister aux spéculations, aux catastrophes, enfin bon voilà, parce qu'on sait que si une de ces banques tombe, l'économie va déguster fort, quoi. Donc, en France, on a tout un réseau bancaire comme ça, et régulièrement sortent des affaires qui nous permettent d'apprendre au passage que telle banque a spéculé sur tel marché, etc., a perdu, parce qu'en général, c'est quand ils ont des pertes qu'on en parle. Quand ils ont des gains, personne n'en parle. Donc voilà, nous on ne veut pas rentrer dans ce truc-là, donc on travaille, c'est le cas de toutes les monnaies locales que je connais, je ne les connais pas toutes, mais enfin toutes celles que je connais, travaillent principalement avec la banque éthique française, parce que nous on n'en a qu'une. En Allemagne, ils en ont plusieurs, en Suisse aussi, mais nous, en France, on n'en a qu'une. Toute petite, qui n'est d'ailleurs pas une banque de plein exercice. Elle n'a pas l'autorisation de faire toutes les activités bancaires comme les autres banques. Mais enfin, elle est capable d'héberger notre fonds de garantie, c'est l'ANEF, NEF, Nouvelle Économie Fraternelle. Toutes les monnaies locales déposent leur fonds de garantie à l'ANEF. Au moins en partie, parce que comme je disais, la NEF ne peut pas, par exemple, nous donner de comptes courants sur lesquels on peut émettre des chèques, retirer des liquidités, etc. Pas de moyens de paiement. On peut épargner dessus. Voilà, c'est ça. Et donc on est obligé d'avoir un compte courant pour nos dépenses ordinaires, qui n'est pas à la NEF, mais qui est quand même au crédit coopératif. On essaye de trouver la banque la moins critiquable dans ce domaine. D'accord. Voilà. Est-ce qu'il y a des risques de falsification de ces billets ?
parce que bon, les billets d'euros, c'est régi par la Banque centrale, entre autres, etc. Donc c'est très normé et très contrôlé. Mais concernant tous ces billets-là, de ces X monnaies locales françaises, est-ce qu'il n'y a pas de risque que mon voisin crée chez lui son propre billet La Mayette ou autre monnaie locale de sa région? D'abord, si je vous répondais non, il n'y a aucun risque, vous ne croiriez pas. Alors, effectivement, il y a des risques, c'est évident. Et il y a des risques sur toute monnaie, qu'elle soit locale ou pas locale, il y a des risques de contrefaçon, c'est évident. Après, il faut apprécier l'ampleur du risque, c'est-à-dire que prendre le risque d'émettre de la fausse monnaie, donc qui est quand même assez sévèrement puni par la loi, prendre ce risque pour avoir une monnaie qu'on ne peut utiliser que, alors par la Mayette par exemple, que autour de Dinan et dans la région Rance-Émeraude, là, avec une somme globale qui est quand même assez faible, le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. C'est par rapport à ce qu'on peut espérer gagner. Voilà. D'autant plus que la loi de 2014 dont je parlais tout à l'heure, qui nous impose que tous les utilisateurs soient adhérents, donc tous les utilisateurs sont identifiés. Si bien que, alors ça n'empêche pas bien sûr quelqu'un de faire de la fausse monnaie et de se présenter chez un commerçant en disant voilà, moi j'ai des maillettes, boum boum. Sauf que c'est un inconnu, donc il va être assez vite repéré parce que n'étant pas enregistré dans l'association, quoi. Donc c'est de toute façon quelque chose qui ne pourra pas aller loin concrètement. Et donc ça c'est en fait la première protection qu'on a, c'est que ça vaut vraiment pas le coup, quoi. Bon, malgré tout, on a quand même mis en place des moyens de protection. Alors, je peux pas parler des moyens de protection qu'ont utilisé les autres monnaies locales parce que je les connais pas en détail. Ceux qu'on a pour la Mayette, ça réside dans la nature du papier, la nature du graphisme aussi qui peut pas être reproduit. Si vous avez un scanner et une imprimante ordinaire, vous ne pouvez pas reproduire ce qu'il y a sur le billet, ça ne marchera pas, quoi. Il faut une machine d'impression dont le prix est dissuasif par rapport à ce que ça peut rapporter de faire des fausses maillettes, quoi. Et puis on a un gaufrage aussi. Le billet comporte un petit motif en bas-relief. Voilà. Et ça, c'est pareil, pour le faire, il faut investir au-delà des gains qu'on peut espérer en faisant de la fausse maillette, quoi. Et justement, qui finance la fabrication de cette monnaie, au final? Parce que c'est pas l'État? Non, c'est pas l'État. Pour une fois. Il existe deux catégories d'associations qui portent les monnaies locales. Il y a des associations qui sont portées par des collectivités territoriales. Ça a été le cas par exemple du Galeco à Rennes au début de son histoire, qui a été mis en place par à la fois un collectif de citoyens que ça intéressait, ce genre d'aventure, et en même temps le conseil général, le conseil départemental, je ne sais plus comment il s'appelle maintenant, donc l'organe du département qui a apporté le financement nécessaire pour lancer l'opération en Ille-et-Vilaine. Depuis, la loi a interdit au département de faire ce genre d'action. Donc le Galeco s'est retrouvé sans ces financements de collectivités territoriales, ce qui leur a posé beaucoup de problèmes. Mais donc il y a un certain nombre de monnaies locales qui ont été comme ça portées complètement parfois ou supportées, je dirais, par des collectivités territoriales. Et puis il y a d'autres monnaies locales qui ont été portées par des associations complètement indépendantes. C'est le cas de la Mayette, qui est née sur
sur l'idée de quelques citoyens en 2012 qui regardaient un peu les résultats de la crise de 2008, tout ce qui se passait, tout ça, voilà, et puis ça les a portés sur cette idée que ça serait bien d'avoir une monnaie locale pour un certain nombre de choses. Donc des citoyens vraiment sans aucun lien avec aucune institution d'aucune sorte, quoi. Et donc l'association c'est toujours cette nature-là qu'on a, c'est une association indépendante de tout lien avec qui que ce soit. Et il y a une assemblée générale, tous les gens que ça intéresse et qui veulent adhérer à l'association adhèrent à l'association. Au cours de l'assemblée générale, on débat des orientations à prendre, on élit un collectif d'animation qui va mettre en place les actions concrètes qui découlent des discussions qui ont eu lieu en assemblée générale, et on fonctionne comme ça. Voilà. Alors, j'ai aussi vu que la monnaie locale, c'était une monnaie dite complémentaire. Pourquoi resterait-elle complémentaire ? Alors, pourquoi elle est complémentaire ? Parce que les monnaies locales complémentaires ne visent pas à remplacer la monnaie nationale. Elles visent à être l'instrument d'échange sur une partie des activités économiques, mais pas sur la totalité. En clair, dans notre vie de tous les jours, on est amené à avoir des dépenses qui peuvent être de nature locale ou pas. Par exemple, quand on va dans un hypermarché, on achète des choses dont on ne connaît pas toujours bien la provenance. Ça peut être local, ça peut ne pas l'être. Bon. Voilà. Il y a un flou qu'on laisse volontaire des fois. Voilà, tout à fait. Mais ça peut être des produits qui pourraient être locaux si tel était notre choix. Et c'est à ça que doit servir la monnaie locale, c'est permettre aux utilisateurs d'imposer leur choix d'avoir des produits de l'activité économique locale, lorsque c'est possible. Bien entendu, si vous voulez acheter des avocats, bon, pas très bon pour le réchauffement climatique, mais enfin bon. De temps en temps, peut-être un par mois, voilà, ou tous les 2 mois. C'est ça. Voilà. Bah, les avocats ne pourraient pas les produire ici en Côte d'Armor. Donc il faudra bien qu'ils viennent d'ailleurs, et le producteur d'avocats, on ne pourra pas le payer en maillettes. Donc forcément, il y a une partie d'activité dont il n'a pas de sens de vouloir les payer en maillettes. Ça serait stupide. De même que, je ne sais pas, si vous avez besoin d'un spécialiste très pointu dans un domaine quelconque, et que ce prestataire de service, il ne se trouve pas dans un rayon de 30 km de chez vous, il faut aller à 100 km, voire à 200 km pour en trouver un. Il ne sera plus dans le périmètre de la monnaie locale, donc vous serez obligé d'échanger en monnaie nationale. Et ça, les monnaies locales ne le remettent pas en cause. Les monnaies locales disent seulement « ayons un instrument qui nous permet d'imposer la relocalisation de l'activité lorsque ça n'est pas complètement idiot de faire ça, quoi. » D'accord. Voilà. Alors, peut-être une question que des personnes se posent. Par exemple, voilà, je suis sensible à la transition écologique, j'essaie avec mes euros déjà de consommer le plus localement possible, de manière consciente, j'essaie d'aller chez le producteur et de manger de saison et local. Je vais peut-être à l'hypermarché pour acheter peut-être, je sais pas moi, mon papier toilette, des choses comme ça. Quelle est la réelle valeur ajoutée de la monnaie locale, sachant que déjà avec mes euros, la majorité de mes euros servent déjà le producteur local? Oui, c'est une question qu'on nous pose souvent, ça. Parce qu'effectivement, en première approche, aller acheter chez le maraîcher du coin, normalement, ça suffit à s'assurer que la production est locale et qu'on a bien joué le jeu, quoi. Alors, d'abord, c'est bien d'aller chez le maraîcher local. Donc, il ne faut surtout pas dire aux gens « ouais, c'est pas possible, tout ça, c'est pas bien ». Non, c'est bien. Mais c'est mieux de le payer avec la monnaie locale
Tout simplement parce que si on le paye en euros, ces euros, il va les mettre sur son compte bancaire. Et son compte bancaire, il est probablement pas à la nef. Donc, en fait, ça veut dire que ce avec quoi on le paye, ça retourne dans le grand flou de l'utilisation de la monnaie, où on ne sait pas ce que ça devient, quoi. Alors que si on le paye en maillettes, on sait que il sera obligé de le réinvestir dans l'économie locale, dans le circuit local, parce qu'il ne pourra pas les mettre ailleurs, quoi. Donc en fait, c'est une façon de forcer le maillon suivant dans la chaîne, quoi. C'est une manière Voilà. d'imposer un peu plus l'économie dite circulaire au détriment de l'économie dite épargnante et donc potentiellement spéculatoire. On peut le dire comme ça, oui. Oui, oui. D'accord. Tu as quelque chose à rajouter ? Non, je trouve que c'est complet, effectivement, parce qu'on peut, quand on va voir un commerçant local, il y a la bonne foi du commerçant qui dit qu'il met l'argent de lui-même à la nef, par exemple, sans passer par la monnaie locale, mais effectivement, il n'y a rien qui nous garantit. Et le fait de passer par cette monnaie locale, la question ne se pose plus. Il n'a pas le choix que de le mettre dans un réseau qui est différent. Voilà, donc je comprends mieux l'intérêt, parce que comme tu as dit en introduction, c'était un peu cette question moi qui me disait, mais si je fais déjà l'acte d'aller chercher du local et de tout faire en euros, quel est l'intérêt pour moi de passer par une monnaie locale qui va potentiellement aussi moi me forcer à faire des choses en supplément, de faire des changes parce que des fois il me faudra plus d'euros, etc. Ça c'est peut-être ta question suivante. Ah oui. Mais avant cette question suivante, je voulais juste revenir sur les moyens de paiement. Est-ce qu'il y a des moyens de paiement autres que des billets possibles ? Est-ce que par exemple la dématérialisation, c'est possible aujourd'hui ? Alors, pas pour la maillette aujourd'hui. C'est possible dans le monde des monnaies locales, ça fait plusieurs années déjà que certains se sont posé la question de faciliter les échanges avec une version dématérialisée de la monnaie. Il y en a qui fonctionnent déjà et qui fonctionnent bien. Je parlais de l'Eusko tout à l'heure. Ils ont, eux, une version dématérialisée de l'Eusko. Et donc, ça se passera très bien. Donc le SCO lui existe en version numérique ou dématérialisée. Il y a d'autres monnaies qui ont soit lancé des expérimentations, parfois c'est juste des projets pour tâter le terrain, soit qui se sont lancés là-dedans. Et en Bretagne, nous avons un collectif de monnaies bretonnes qui réunit les monnaies dont je parlais tout à l'heure, tout autour de la Bretagne, hein. Donc on est 12 structures à s'être dit que les expérimentations qui ont été faites nous ont montré que la dématérialisation, ça coûte cher à mettre en place, ça demande des compétences, des moyens, etc. Et pour chaque petite association comme celle qui porte la maillette, c'est compliqué de faire ça tout seul. Et donc on a décidé il y a 2 ans maintenant, c'était fin 2019, donc 1 an et demi, on a décidé qu'on allait se lancer collectivement dans la mise en place d'une monnaie numérique régionale. Donc il y aura coexistence de monnaie papier très locale et d'une monnaie numérique un peu moins locale. Voilà. Pour l'instant, c'est encore en gestation, ce projet-là. On espère le voir déboucher, je dirais, fin de l'année, début de l'année prochaine. Et à partir de là, effectivement, on pourra utiliser des paiements dématérialisés, ce qui facilitera un certain nombre d'opérations. D'accord. Est-ce que c'est une des raisons du succès finalement de l'Eusko, cette dématérialisation ? Alors, oui et non, parce qu'il y avait succès avant qu'ils mettent leur dématérialisation en place. Mais comme ça a continué à croître, peut-être que la poursuite du succès est peut-être due en partie à l'existence de l'Eusko numérique. Oui. Okay. Alors tout à l'heure, on a vu comment nous, consommateurs et citoyens, on pouvait récupérer une monnaie locale, qu'elle soit la maillette ou autre, donc en allant dans des bureaux d'échange pour échanger nos euros contre la monnaie locale de notre région. Maintenant, voilà, je prends ma casquette moi, de professionnelle, je suis naturopathe, mon conjoint est vidéaste.
et on décide d'accepter en partie la monnaie locale pour nos prestations. Une fois qu'on a cette monnaie locale, nous, qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on a quand même des factures qu'on va devoir payer en euros. Comment ça se passe côté professionnel? Il peut faire plusieurs choses. Il peut payer ses fournisseurs en maillettes, évidemment, si ceux-ci font partie du réseau de la maillette et qu'ils acceptent le paiement des prestations ou des fournitures en maillette. C'est ce qu'on essaye de favoriser le plus possible pour que parce que ça c'est vraiment un cas qui correspond à une monnaie qui sert les échanges concrets. Donc, nous, ça nous va bien, quoi. Quand les gens réussissent à faire ça, on fait tourner des maillettes, c'est parfait, c'est fait pour ça. Autre utilisation possible, c'est de payer des salaires, ou une partie des salaires en général, une petite partie des salaires, parce que la monnaie reste complémentaire, et pour l'instant complémentaire à faible part de l'euro. Donc c'est une faible part des salaires qui peuvent être payés en euros. Donc c'est pas pratiqué suffisamment à mon goût, mais ça se pratique quand même un petit peu, où dans certaines entreprises il y a une partie des salaires qui sont versés en maillettes. Et autre possibilité, c'est d'utiliser les maillettes. C'est exactement, ça concerne du coup les entités à un seul acteur, quoi. C'est les entreprises avec unipersonnel, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Contrairement donc aux entreprises qui ont plusieurs salariés, dans une entreprise avec un unique salarié, on en a quand même pas mal, des artisans indépendants, des micro-entrepreneurs. Voilà, c'est ça. Là, il y a la possibilité d'utiliser les maillettes qui ont été payées à l'entreprise à titre personnel, simplement par échange échange de monnaie, quoi. Il suffit, lorsque dans la caisse d'un commerçant par exemple, qui travaille seul, lorsqu'il reçoit des maillettes, il suffit que lui il remette des euros à la place de ses maillettes, il récupère ses maillettes et lui il va les dépenser sur le marché, etc., à titre personnel. Donc il a fait passer les maillettes de son activité professionnelle à son utilisation personnelle, simplement en changeant dans la caisse, quoi. Il devient bureau de change à lui tout seul en fait, pour lui-même. Alors c'est pas un bureau de change. Lui-même. C'est pas un bureau de change parce qu'il n'y a pas, à proprement parler, il n'y a pas d'échange d'euros en maillettes, au sens où on n'a pas mis de nouvelles maillettes en circulation, oui, ou on n'a pas retiré des maillettes de la circulation, quoi. C'est juste poche gauche, poche droite. Voilà, c'est ça, exactement. Donc il y a une bonne partie de l'utilisation des maillettes qui est dans ce domaine-là, parce qu'il y a une bonne partie des professionnels de la maillette qui sont des indépendants. Voilà. Et donc le restant, si jamais j'ai besoin de payer mes factures et mes impôts qui sont en euros, mon crédit, mon loyer, je peux aller dans un bureau de change et puis retirer et rééchanger la monnaie locale contre les euros équivalents. Alors le change de monnaie locale en euros est en principe interdit pour les particuliers et il est soumis à une règle particulière pour les professionnels. C'est-à-dire qu'on autorise les professionnels à faire ce qu'on appelle une reconversion, donc reconversion de monnaie locale en euros, à condition de contribuer à l'association sous forme d'une taxe alors c'est 2% chez nous, dans notre monnaie locale c'est d'autres taux ou d'autres modalités qui sont mises en place. Mais donc on cherche à décourager la reconversion de telle sorte qu'on favorise la circulation des maillettes plutôt que leur retour en banque, puisque si elles reviennent, ça veut dire que nous, on va puiser dans le fonds de garantie pour remettre les euros à la place des maillettes. C'est exactement le contraire de ce qu'on veut, quoi. Donc on décourage ça, mais bien entendu,
il y a toujours la possibilité pour les commerçants de demander une reconversion, quoi. S'il manque 200 € pour payer sa facture ou ses impôts, voilà, par exemple. Voilà, tout à fait. Et puis, on sait pertinemment que il ne pourra pas payer EDF, par exemple, en Mayette, c'est pas possible. Donc, évidemment qu'il aura besoin à un moment ou à un autre de payer ses factures en euros, c'est évident. Donc, on le sait bien et on ne va pas lui mettre le couteau sous la gorge, c'est évident, quoi. À partir du moment, de toute façon, où il s'agit d'une monnaie locale complémentaire, de toute façon, il y a de fortes chances que le professionnel ne reçoive pas que la monnaie locale et il reçoive aussi en partie des euros. Après, est-ce que ce sera suffisant pour payer ses factures en euros? C'est là où effectivement il y a la tolérance possible. Alors il y a une pratique aussi qui est assez courante, c'est que un professionnel qui voit qu'il commence à avoir une part de monnaie complémentaire qui devient trop importante pour son fonctionnement fluide, il peut décider qu'il n'acceptera les paiements en monnaie locale à hauteur de la moitié de la somme, etc. Enfin, il peut mettre une limite à la quantité de maillettes, en l'occurrence, qu'il acceptera. Voilà. C'est important comme notion parce qu'après on peut tomber dans le vice de forcer finalement la consommation parce que on a trop de maillettes et donc du coup je dois les dépenser et il faut que ça circule et donc on injecte, c'est bien, on est en local mais on pousse un petit peu quelque part à une sorte de surconsommation parce que on achète quelque chose peut-être dont on n'a pas finalement pas besoin, mais comme on a l'argent et qu'on doit le dépenser, on le fait, quoi. Alors bon, ça j'y crois pas trop parce que alors théoriquement effectivement on peut dire ça favorise la surconsommation, mais en pratique d'abord, les gens qui font l'effort d'aller chercher des maillettes dans un comptoir d'échange pour les dépenser ensuite sont des gens qui sont convaincus des valeurs que l'on porte. Et d'ailleurs, pour adhérer à l'association, ils ont signé notre charte, qui est au dos du bulletin d'adhésion. Donc, ils sont convaincus de tout ça. Et là-dedans, la surconsommation, elle n'y est pas, quoi, clairement. D'accord. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est plutôt que, au lieu d'aller une fois par semaine au comptoir d'échange chercher des maillettes, ils vont sauter une semaine, et puis ils reporteront leurs dépenses en maillettes un peu plus tard, quoi. En général, c'est ça qui se passe, quoi. Il n'y a pas de délai de consommation sur un billet de maillettes. On peut le garder 3 mois, 2 semaines. Il n'y en a pas. Alors, dans beaucoup de discours autour de la monnaie locale, vous entendrez parler, dans ce domaine de la durée de validité, vous entendrez parler de la fonte de la monnaie. Il y a beaucoup de monnaies locales qui ont soit envisagé de mettre en place, soit mis en place effectivement, un système de fonte, c'est-à-dire le fait que le billet de monnaie locale, au fil du temps, perd de la valeur. L'idée étant que les gens ne vont pas garder un truc qui perd de la valeur, ils vont le remettre en circulation très vite, quoi. Donc c'est favoriser la circulation de la monnaie en mettant en place une perte de valeur dans le temps de cette monnaie. Donc ça a été effectivement discuté au début de la maillette par les créateurs dont je ne fais pas partie, mais ils avaient inscrit dans les gènes du projet, ils avaient inscrit la possibilité de mettre en place une fonte. Alors elle n'a jamais été mise en place pour la maillette, d'abord par manque de moyens de le faire, parce que c'est quelque chose d'assez lourd de dire tous les billets à partir de telle date, au lieu de valoir 10 maillettes, ils vendront plus que 9, ou alors de dire à partir de telle date, vous n'aurez plus le droit d'utiliser vos billets, sauf si vous payez une taxe de temps. Il faut mettre en place la logistique qui permet de gérer ça, quoi. Donc ça, on n'a pas réussi à le faire jusqu'à présent. Et puis, il y a de moins en moins de gens qui sont convaincus au sein de l'association de l'intérêt de faire ça, quoi.
Voilà. Ça risque de générer encore plus de peur autour de la finance et de l'argent, qui aujourd'hui est, je pense, l'un des freins, pas le principal, mais l'un des freins principaux aussi à toute la transition économique et écologique. On a du mal, on a toute cette crainte autour de l'argent. Donc si c'est derrière remettre des restrictions d'usage sur des initiatives comme ça qui ont au contraire vocation à libérer aussi l'économie et l'argent, c'est vrai que ça peut faire peur. Oui. Et on va un peu plus, du coup, je vais creuser un peu ce scénario un peu catastrophique, mais imaginons que la monnaie locale, on prend le cas de la maillette, s'effondre et que j'ai 80% de mon portefeuille en monnaie locale, en maillette. Comment ça se passe pour moi ? D'abord, je ne vois pas comment la maillette pourrait s'effondrer, puisque une maillette, c'est 1 euro. Donc si la maillette s'effondre, c'est que l'euro qui est derrière, il s'effondre aussi. Mais du coup, il y a moyen de pouvoir récupérer. C'est avant que la maillette mette la clé sous la porte, récupérer ses euros équivalents. Alors si la maillette met la clé sous la porte, il y a des statuts qui précisent comment l'association doit être dissoute. Et en particulier, l'association sera détentrice du fonds de garantie. Le fonds de garantie, il est rigoureusement égal au nombre de maillettes qui circulent. Donc, il suffira de dire aux gens, venez nous voir, apportez-nous vos maillettes, on va vous donner des euros à la place. Voilà. C'est très simple. Très simple, mais ça méritait d'être éclairci parce que ça peut faire partie des craintes également. Avant de passer à la dernière partie de l'épisode, est-ce que, Monsieur Jordan, as-tu une question supplémentaire ou des questions ou remarques supplémentaires à poser à Michel Roy ? J'avais juste une petite remarque ou une question. Comment les monnaies locales sont perçues par l'État ? Aujourd'hui, il l'autorise, il met quelques lois autour, comme il aime bien faire. Mais pour l'instant, il se dit, bon, vu les proportions, il n'y a pas de problème. Il tolère. Mais par rapport à l'exemple que vous citiez sur ce qui s'est passé en Autriche, est-ce qu'il y a un risque, si ça prenne en ampleur, l'État dise finalement c'était sympa 5 minutes, mais maintenant on arrête parce que ça commence à me faire de long, ou parce que moi j'y vois trop d'inconvénients, ou est-ce qu'au contraire se dit c'est quand même un moyen qui est top et va chercher potentiellement à aider à le développer au fil du temps ? Parce qu'il est plutôt moteur ou plutôt frein ? Alors c'est une excellente question qui va nous... C'est pour ça que je l'ai invité. Et elle va nous ramener à l'ESCO justement. Il y a au sein du personnel politique, je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut dire, mais des différents acteurs politiques français, il y a des positions variables sur ce sujet-là. Et il y en a une bonne illustration justement avec l'affaire qui s'est déroulée, je ne sais pas, en 2017 ou 2018, je ne sais plus trop la date exacte, autour de l'ESCO. La loi de 2014, donc, qui régit le fonctionnement des monnaies locales, autorise normalement les collectivités territoriales à utiliser les monnaies locales. La loi n'est pas d'une précision extrême sur la façon dont ça doit être utilisé. Voilà. La municipalité de Bayonne a dit nous, on voudrait utiliser les ESCO et il faut que alors je crois que c'est le trésorier payeur général, je crois, je ne suis pas très sûr de moi dans cette histoire-là, mais il faut que les acteurs qui manipulent l'argent public acceptent de percevoir pour notre compte des ESCO et de les faire fonctionner comme si c'était des euros, ce que dit la loi de 2014. Et le préfet des Pyrénées-Atlantiques, le représentant de la loi, de l'État, pardon, le représentant de l'État sur place, a attaqué en justice parce qu'il considérait que l'utilisation d'une monnaie autre que l'euro n'était pas légale. Donc l'État a attaqué une collectivité territoriale. Voilà. Donc tout ça, ça a fait beaucoup de foin dans le monde des monnaies
local. Ça a été tranché par le tribunal administratif depuis, qui a dit mais si, ils ont le droit. Donc le préfet a été débouté et la ville de Bayonne a pu faire ce qu'elle voulait dans ce domaine. Bon, la conclusion c'est en haut de l'État ils ne sont pas trop pour, mais il y a des acteurs locaux qui eux sont pour. Voilà. Rapport de force et puis... Exactement. Est-ce que ça répond à ta question? Très bien. D'autres questions Pour le moment, aussi intelligentes? Pour le moment, c'est bon. Pour terminer notre échange, j'aimerais qu'on conclue sur quelque chose de plus léger. Je vous invite à fermer les yeux et on va essayer de se projeter dans 10 ans. Donc on sera en 2032. On a fait un voyage express et plutôt écologique. Et aujourd'hui, on va parler un peu d'utopie réaliste. Selon vous, là on s'est projeté il y a 10 ans, on est en 2032. À quoi ressemblerait la monnaie locale, en tout cas tout le système autour de la monnaie locale en France, l'économie locale et peut-être le pouvoir d'achat du citoyen dans 10 ans, selon vous et peut-être avec votre propre utopie? Selon moi, les grandes structures porteuses de la globalisation de l'économie auront disparu parce qu'elles n'ont pas de sens. Et elles auront été remplacées par une mise en réseau des initiatives locales qui vont remplacer tout ça, quoi. Donc vous ne pourrez plus aller chez Leclerc parce que ça n'existera plus. Voilà. Mais par contre, il y aura un réseau de producteurs locaux qui aura des magasins un petit peu partout et qui fonctionneront en local ou en supralocal, c'est-à-dire en échange entre entités locales pour mettre un étage de plus à la distribution. Et en fait, c'est le réseautage qui va remplacer la pyramidation, la grosse pyramide de l'économie. Voilà. Aujourd'hui, il y a des acteurs centralisés mondiaux. Alors, je parlais de Leclerc, mais je me demande si Carrefour n'est pas encore plus sur ce genre de choses, où il y a un acteur et puis il contrôle des centrales d'achat d'un côté et puis des réseaux de distribution de l'autre. Et il n'y a pas d'échange entre les différentes structures, quoi. Entre un Carrefour qui est en Chine et puis le Carrefour qui est au coin de la rue ici, ils ne se connaissent pas, ils n'échangent pas. Voilà, donc il y a juste une structure centrale qui commande tout ça, quoi. Moi, ce dont je rêve, c'est que le Carrefour du coin, ça soit plus un Carrefour attaché à la direction centrale, mais que ce soit un établissement autonome qui établit ses propres réseaux d'échange avec, je sais pas, une association de producteurs locaux, par exemple, qui est à 10 km là, ou une autre qui est un peu plus loin ailleurs, dans un autre domaine, et que en construisant une toile comme ça, on arrive à quelque chose qui soit beaucoup plus local, beaucoup plus respectueux des échanges entre les gens, parce que quand on impose des règles de fonctionnement depuis un immeuble de la Défense à Paris à des pauvres malheureux chinois qui sont dans un champ à travailler comme des chiens, on n'a pas d'état d'âme. Mais quand on croise tous les matins la personne qui va cultiver, qui va faire pousser les carottes qu'on va manger le soir, c'est plus dur de lui taper dessus et de la considérer comme un esclave, quoi. Donc moi je crois beaucoup à la proximité et à la dignité des échanges entre les gens. Donc il y aurait dans 10 ans éventuellement encore peut-être des systèmes d'importation et d'exportation à l'échelle peut-être nationale. Peut-être, je sais pas, moi je viens importer l'avocat si on arrive à le cultiver au sud de la France ou le melon parce que voilà, en Bretagne c'est peut-être plus compliqué même si ça existe quand même. Par contre, tous les systèmes d'importation et d'exportation à l'échelle peut-être européenne et mondiale, elles ne seraient plus présentes. Oui, je crois qu'il va surtout falloir se demander
pourquoi on a spécialisé les économies de chaque région dans des domaines bien précis, quoi. Il n'y a pas de raison que, je sais pas moi, une machine à laver, ça peut être fabriqué n'importe où dans le monde. Pourquoi elles viennent toutes de Chine? C'est idiot. Donc c'est ce genre de réflexion qui va permettre je pense, de relocaliser quand même une grosse partie de l'activité qui peut l'être. Après, il y a bien sûr des activités qui ne pourront pas être relocalisées. Ça n'aurait pas de sens de vouloir faire de pêcher le thon à Clermont-Ferrand, quoi, par exemple. Oui, là où soit le matériau utilisé, soit effectivement l'aliment ne peut pas être cultivé à cause de la météo ou du sol, par exemple, là où on se trouve. Et donc là, arrive en perspective, arrive sur la table plutôt le sujet de est-ce qu'en tant que consommateur, je continue à tout de même peut-être aller acheter ce thon pêché loin de chez moi, ou alors est-ce que je revois ma consommation et je peux trouver un autre poisson à goût qui me satisfait, à apport nutritionnel équivalent, mais plutôt à côté de chez moi. C'est exactement les questions que nous devons tous nous poser maintenant. Enfin, ça fait longtemps qu'on aurait dû se les poser et auxquelles on va être obligé de répondre parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Sinon, on ne pourra plus se poser les questions du tout. Voilà, c'est ça, oui. Mais bon, moi, je suis assez optimiste parce qu'il y a quand même beaucoup d'expériences qui sont menées un petit peu partout. Des micro-expériences, en fait, des toutes petites structures qui inventent un peu la vie de demain, là, et dont on ne parle pas parce que les grands médias s'intéressent principalement aux grands de ce monde. Ils ne vont pas voir ce qui se passe dans les petites villes, les petites associations, et tout ça. Et pourtant, c'est là que se créent les solutions de demain, quoi. Alors, j'ai une dernière question. À moins que tu en aies une, Jordan? Non. Pas plus. Dernière question. On a parlé là pendant plus d'1 heure. On a parlé autour de la monnaie locale, son histoire, à quoi elle sert. On a essayé de lever certains freins qu'on a pu, nous, avoir en tête pour essayer de démocratiser et faire connaître la monnaie locale. On a parlé un petit peu aussi d'utopie réaliste en se projetant à 10 ans. Mais là, les personnes là, vont s'apprêter à relâcher leurs écouteurs et à repartir faire leurs activités quotidiennes. Et on sait tous qu'on est vite rattrapé par notre quotidien. Est-ce que vous auriez, vous, peut-être un premier pas à partager à toutes ces personnes qui ont envie de commencer à contribuer à leur échelle, leurs moyens actuels, pour qu'elles puissent se mettre en action dès le comment on appelle ça? Dès qu'elles quittent l'application. Dès qu'elles quittent l'application à la découte de leur podcast. Qu'est-ce que l'on peut faire? Je pense que ce qu'on peut leur conseiller, c'est de rechercher quelle est la monnaie locale qu'ils peuvent utiliser à proximité de chez eux et de se rapprocher de la structure qui gère cette monnaie locale. Rien ne remplace les échanges humains, donc qu'ils prennent contact avec un humain avec qui ils pourront voir comment agir concrètement. Donc, soit simplement en utilisant la monnaie parce qu'ils n'ont pas de temps ni d'énergie disponible à injecter dans l'association, soit même à se projeter comme acteur de l'association et acteur de la gestion de la monnaie, quoi. J'engage les gens à se poser la question de comment se fait-il que j'ai absolument aucune information ni aucun poids dans le domaine de la création de la monnaie. Comment c'est fabriqué les euros? Qui c'est qui décide de faire ou de ne pas faire des euros? C'est pas moi. Et ça, c'est... Trop peu de gens se posent cette question-là, et moi je les engage à aller se poser cette question-là auprès des différentes monnaies locales qui auront beaucoup de questions, de réponses intéressantes à apporter à ces questions-là.
Moi, j'aurais une autre peut-être mise en action possible qui compte, voilà, un petit peu plus indirectement de la monnaie locale, mais qui contribue, on en parlait juste avant, c'est le fait déjà aussi de revoir progressivement notre manière de consommer en se disant, en essayant peut-être de trouver des alternatives locales à des produits qu'on a pris l'habitude de consommer et qui viennent finalement de l'autre bout du monde et on ne le sait même pas, on n'en prend pas conscience. Donc après, c'est en fonction de la région dans laquelle vous habitez, peut-être se poser la question de je mange tel poisson aujourd'hui, mais il vient de loin, quel poisson je pourrais manger plus localement, quels légumes, est-ce qu'il n'y a pas un producteur de lait de vache ou de brebis à côté de chez moi, au lieu d'aller prendre ceux qui viennent de plusieurs centaines de kilomètres. Donc aussi, voilà, cette manière de consommer. Oui. Ah oui, c'est vraiment une chose à faire, c'est tout ce qu'on peut trouver localement, il faut le prendre localement. C'est le moyen le plus efficace de réduire l'impact qu'on a sur la nature. Le moyen le plus efficace. Le moyen le plus immédiatement efficace qu'on a, c'est de dire je vais arrêter de manger des tomates espagnoles et je ne vais manger que des tomates qui viennent des champs d'à côté autour de chez moi, quoi. La quantité de gasoil que ça va représenter en économie, c'est très important. Donc, même si on doit attendre 3 mois de plus pour les manger, parce que effectivement la météo française est peut-être un peu moins clémente que la météo espagnole, et la météo bretonne, il faut encore attendre un petit peu, c'est sûr, c'est peut-être encore 2, 3, 4 mois qu'il faut attendre, mais au moins quand elles arriveront, elles seront encore plus appréciables. Jordan, est-ce que toi tu as un premier pas que tu aimerais réaliser suite à l'écoute de cet épisode ? Eh bien écoute, comme toi, de chercher à pouvoir rayonner autour de chez soi et revoir effectivement peut-être ses pratiques alimentaires, c'est quelque chose que nous on fait et par exemple on avait les bananes, c'est des choses qu'on mangeait de manière quotidienne et en grande quantité, et là maintenant c'est vraiment exceptionnel, bon, peut-être pas exceptionnel mais occasionnel. Et même si on achète des petites bananes, des fois on n'en prend que la moitié, quoi. Donc c'est vrai que maintenant avec 4 bananes on fait 2 semaines, alors qu'avant 4 bananes ça faisait une journée en fait, ou une journée et demie. En fait, effectivement, pour prendre le cas concret de la banane, parce que je pense que beaucoup de personnes vont se reconnaître, mais on mangeait des fois 2 bananes chacun par jour. Parce qu'entre la banane du petit déjeuner et puis des fois quand on se faisait un smoothie on mettait une banane, on se posait pas la question. Une banane, je l'ouvre, quelle que soit sa taille, je la mange en entier. C'était un automatisme. Maintenant, on en achète des fois 3 par semaine. Des fois il y a une semaine on n'en achète pas, donc voilà. Et en plus, effectivement, quand elle est très grande, on la divise en 3. Quand elle est plus petite, on la divise en 2, on se la partage. Donc en fait, on a divisé par au moins 3 ou 4 notre consommation de bananes. On n'a pas arrêté, certes, parce que ça reste un plaisir, mais on a largement diminué. Et l'avocat, pareil, l'avocat, on en mangeait quasiment tous les 2 jours, disons. Maintenant, c'est devenu... Dernier, ça fait quelques mois. Ouais. Ça fait quelques mois. Et le jour où on va quand même en acheter un, parce que peut-être qu'on aura très envie, et on aura encore plus de plaisir à le consommer. Et ça reste exceptionnel. Mais on prend plus de plaisir à manger d'autres choses au final aussi. Parce que quelque chose qu'on a acheté chez le producteur, et le plaisir d'avoir rencontré la personne, en fait, ça remplace finalement le plaisir de la banane en moins, par exemple. Absolument. Et moi, je vais essayer, parce que je me pose la question à moi-même. Voilà, Alexandra, qu'est-ce que tu vas faire ? Moi, à titre plus professionnel, je vais vraiment me pencher sur la charte de la Mayette que j'ai sous les yeux. Et je vais aussi voir, je suis en train de réfléchir, j'ai un livre, pour les personnes qui le savent, j'ai un livre qui s'appelle Plus jamais malade, autour de la santé naturelle et la naturopathie, que je propose en version numérique sur mon site, mais qui est aussi en version papier et papier recyclé. Et j'envisage éventuellement de le mettre en vente en local, sous échange de monnaie locale. Donc voilà, petite graine qui germe, on est bien sur le podcast, une graine germe, c'est une graine qui germe, et je vais voir si je ne vais pas la concrétiser rapidement. Ah, ça serait une très bonne nouvelle. Alléluia. Est-ce que, Michel, vous avez un dernier mot à partager, ou quelque chose qu'on n'a pas forcément abordé et que vous auriez voulu qu'on aborde ? Non, je crois pas. Je pense qu'on a fait un tour assez complet de ce que peut être une monnaie locale. Alors, bien entendu, on pourrait en parler encore pendant longtemps, et j'invite les gens qui veulent en parler à nous contacter, s'ils veulent parler de la Mayette notamment, contacter la Mayette, mais pour les autres monnaies locales, il y a aussi des gens qui sont prêts à répondre aux questions
à accompagner les démarches des gens qui voudraient rejoindre ces projets-là. Et donc voilà, plus il y aura de gens pour porter les monnaies locales, et plus elles auront de poids pour lutter contre la mauvaise utilisation de la monnaie que représente la spéculation financière internationale, contre laquelle on n'a pas trop de moyens d'action autres que les monnaies locales. Alors j'ai menti, j'ai dit que j'avais une dernière question, mais c'est pas vrai, j'en ai une dernière. À quoi ça ressemble? Voilà, on a beaucoup parlé de la Mayette, de l'Oshko, mais voilà, maintenant je sais pas, j'habite en Alsace, je sais pas quelle est la monnaie locale, je souhaite m'informer, est-ce qu'il y a un site internet central qui représente toutes les monnaies locales sur lequel je peux retrouver justement toutes les monnaies locales existantes avec éventuellement les contacts pour aller me rapprocher des monnaies locales de ma région. On est en train au niveau national de se réorganiser et les choses devraient être fortement clarifiées lors des prochaines rencontres nationales. On a des rencontres nationales une fois par an, toutes les monnaies locales au niveau national, de même d'ailleurs qu'on a des rencontres régionales en Bretagne. Mais donc les prochaines rencontres nationales auront lieu à Paris au mois de juillet. Et là, les choses devraient se clarifier et on devrait avoir enfin un site qui sera vraiment opérationnel pour répondre aux questions des gens. Dans ce cas, faites comme moi, vous tapez monnaie locale bretonne, monnaie locale alsacienne, monnaie locale lyonnaise, et vous trouverez des articles. Moi je sais que je pense que c'est au bout du 3e site que j'ai trouvé l'information, mais je l'ai trouvé, peu importe, et je suis tombée sur une personne qui m'a redirigée vers vous. Donc voilà, on a quand même la chance d'avoir internet, et moyennant quelques petits clics, des fois directs, des fois un peu indirects, vous trouverez l'information si vous le souhaitez vraiment en tout cas. T'as encore une dernière question? Restez bien jusqu'au bout du podcast, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la fin. Oui, on n'a pas posé la question tout à l'heure, mais comment je peux savoir où je peux dépenser ma monnaie locale? Est-ce que la boulangerie, le charcutier, le producteur Mon livre local, par exemple. comment je peux savoir? Décide déjà d'adhérer à l'association, je décide de le vendre sous échange de monnaie locale. Comment je fais connaître cette information-là? Alors, la plupart des monnaies locales, et c'est le cas de la Mayette, disposent d'un site internet qui contient en général sous une forme ou sous une autre, chacun a son propre site qui revêt des formes variables. Nous, on a une page sur notre site qui recense tous les professionnels adhérents de la Mayette que l'on peut trier à l'écran, soit sous forme graphique sur une carte. C'est-à-dire qu'en zoomant sur la carte, on peut faire apparaître les professionnels qui sont sur la zone qu'on est en train de regarder. Une carte interactive. Une carte interactive, c'est ça. Et on peut également filtrer les professionnels par catégorie d'activité. Donc on peut chercher les restaurants, on peut chercher les professionnels de santé. Nous avons une autre naturopathe parmi nos professionnels. Donc voilà, c'est le moyen le plus simple de connaître les professionnels. Pendant un temps, on imprimait un catalogue et puis on a arrêté parce qu'il n'était jamais à jour. Donc, voilà. C'est pas très écolo non plus. Enfin, il y a déjà le site, c'est pas forcément toujours écolo, mais si on multiplie derrière les supports. Oui, c'est vrai, mais ça nous permettait de répondre aux gens qui refusent Internet, et il y en a. Oui. Soit parce qu'ils n'ont pas les moyens, il y en a aussi, des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un ordinateur chez eux, soit aux gens qui sont réfractaires en disant que ça consomme trop d'énergie, ou que c'est très intrusif, il y a beaucoup de critiques à faire sur l'informatique. Donc voilà. Okay. Autre question? C'est bon? Tu auras mis le point final à cette conversation? Pour moi, c'est bon. Super. Eh bien, c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup Michel Roy d'avoir pris le temps de nous expliquer ce qu'est la monnaie locale et d'avoir répondu à toutes mes questions, parfois peut-être un peu bouleversantes, bousculantes, disons plutôt. Merci aussi de votre invitation chez vous, à Dinan. Oui. Merci d'avoir accepté la Mayette sur votre podcast. C'est une bonne chose pour nous et pour, je pense, la transition d'une façon générale.
Merci Jordan de ta présence et de tes questions très pertinentes. Mais de rien, merci de m'avoir convié sur ce podcast. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Toi aussi, tu aurais une pensée à partager ou peut-être tu es en désaccord avec ce que je viens de dire? Alors contacte-moi que l'on en discute autour du micro. Autant que notre discussion profite au plus grand nombre. Et on ne cesse jamais d'apprendre et d'évoluer. Tu aimes cette émission et tu penses qu'elle peut être utile à d'autres personnes? N'hésite pas à la partager au plus grand nombre, à tes amis, à ta famille ou encore à tes collègues. Ce podcast est réalisé avec tout mon cœur et doit son existence à toutes ces magnifiques personnes qui lui sont fidèles depuis ses débuts. Pour contribuer de façon ponctuelle ou mensuelle afin que ce podcast gratuit, indépendant et sans publicité continue à vous inspirer et à remuer des choses dans votre tête, vous pouvez réaliser un don sur mon compte Tipeee dont le lien sera en description. Et à présent, je laisse cette petite graine germer dans votre tête et je vous dis à bientôt pour semer une nouvelle graine.